Bonjour, nous allons aujourd'hui parler du film The Amateur, réalisé par James Howes, avec dans le rôle principaux Rami Malek, Laurence Fishburne et Catriona Balfe. Alors le pitch de rigueur, Charles Heller est un informaticien décodeur travaillant pour la CIA. Lorsque son épouse est tuée lors d'un attentat terroriste à Londres, il décide, devant l'inaction de ses collègues de la CIA, de traquer lui-même les terroristes afin de les abattre. Bon, avant toute chose, parlons de la source du projet. C'est d'abord un roman qui porte le même titre, The Amateur, écrit par Robert Little en 1981. Bon, ce qu'on oublie un peu, mais effectivement, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce film est un peu invisibilisé depuis la sortie de la version 2025, qui a donné lieu, dès sa parution, à une adaptation cinéma, réalisée par Charles Jarrott, qui venait de réaliser Condorman pour Disney juste avant. Une adaptation donc avec en tête John Savage et Mart Keller, voilà. Alors, je suis quand même un peu étonné, quoique, par le fait qu'aucun de mes jeunes collègues youtubeurs cinéma n'évoque ce film-là. Voilà, ils évoquent le film, le bouquin, pardon, mais ils ne parlent jamais de cette version-là, que de vous à moi je préfère, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Une version beaucoup plus courte, beaucoup plus sèche, beaucoup plus âpre, beaucoup plus dure, beaucoup plus violente. Mais voilà, c'est le même phénomène que lorsque Sofia Coppola nous a sorti son film Les Proies. On a parlé du roman dont il était adapté, mais on n'a jamais évoqué la version de 1970 de Don Siegel, comme pour éviter de faire le match et de voir que la comparaison n'était pas forcément en sa faveur. Donc là, visiblement, c'est le même, ça suit un peu le même processus. Je déplore un peu, effectivement, que mes jeunes collègues ne parlent pas de ce film. 3 vidéos que je vois, aucun n'en parle. Bon, alors j'espère qu'ils ne sont pas partie prenante de la promo des films en question. Je n'ose y penser, mais en tout cas, chez moi, on parle librement, donc je vais évidemment vous parler de ce film. Bon, alors, que vaut cette version 2025 ? C'est un film qui est bien foutu. Voilà, c'est un film qui est bien fabriqué. On a de belles images, on a une très belle mise en scène. Bon, alors le réalisateur, c'est James Howes, c'est quelqu'un qui vient plutôt de la télé. Hein. Il a travaillé plus récemment sur Black Mirror et encore plus récemment sur des épisodes de la série Slow Horses. Il a fait quelques téléfilms. Son premier long métrage de cinéma, c'est le film Une vie avec Anthony Hopkins, que j'ai personnellement pas été voir par crainte de surcharge lacrymale. Mais voilà, c'est son deuxième long de cinéma. C'est bien fait. Le film est, disons-le, divertissant du début à la fin. Alors c'est pas un gros film d'action pétaradant, on est quand même dans un thriller d'espionnage, mais c'est un film qui sait maintenir l'attention du début à la fin, on ne peut pas lui enlever ça. Il y a en plus une volonté, alors je suis pas assez calé pour vous dire ce qui est vrai ou ce qui est faux, mais il y a une volonté d'utiliser les outils numériques de fond en comble, notamment tout ce qui est effectivement reconnaissance faciale à très très haut niveau. Bon voilà, donc je ne sais pas si le film est crédible de A à Z, en tout cas il réussit sa suspension d'incrédulité, comme dirait l'autre. Bref, on est pris parce qu'on y croit un minimum. Bon, ça c'est déjà un bon point. Côté acteur, pareil, très bon casting. Alors Rami Malek, effectivement, nous resserre son énième numéro de mec un peu bizarre, un peu autiste sur les bords. Voilà, avec... Là, ça colle plutôt au personnage, hein, puisque c'est quand même l'histoire d'un personnage qui se retrouve en dehors de son bocal habituel, qui est sur le terrain, qui doit improviser, et qui est effectivement dans un état souvent d'anxiété, de tension. Il est souvent en sueur, les yeux exorbités, toujours un petit peu en stress. Voilà, ça donne au film, effectivement, sa performance amène au film une bonne tension. On a Laurence Fishburne, effectivement, dans un énième rôle de mentor, mais il nous fait ça très bien. Holt McCannelly, j'espère que je n'écorche pas son nom, dans le rôle d'un ponte de la CIA pas très fréquentable. Et puis alors là par contre, il y a John Bertal qui passe faire un coucou. J'arrive pas à comprendre l'utilisation que font beaucoup de réalisateurs de John Bertal. C'est
C'est un acteur dont le talent est unanimement reconnu, pardon, mais je confirme, j'adore ce que fait ce mec. Mais à chaque fois, j'ai l'impression il passe faire des caméos dans des films avec des rôles plus ou moins intéressants. Là, très sincèrement, son rôle aurait pu être coupé au montage. Je comprends pas ce qu'il apporte au film, si ce n'est salut les gars, je suis passé vous voir, c'est moi John Bertal, je comprends pas. Enfin bref. Donc oui, l'objet cinématographique est plutôt bien manufacturé. Bon, nonobstant, bon, et puis je rajouterais qu'effectivement c'est une histoire de vengeance et qu'à titre personnel j'adore ça, voilà, c'est une thématique qui a permis à des années et des années de littérature ou de cinéma de raconter des histoires assez prenantes. Voilà, c'est la nature humaine, c'est comme ça. Bon, ce qui cloche, et c'est pas qu'une paille, ce qui cloche dans cette version 2025, c'est eh bien que le film est classé PG-13 aux États-Unis, donc littéralement tout public en France. Et ce niveau de qualification par la censure est vraiment de plus en plus bas en termes de tolérance, de violence, de sexe ou de gros mots. Là, on arrive quand même aux limites de cette restriction qui quelque part, puisque c'est un cahier des charges qui est souvent donné dès le départ par la production, oblige les scénaristes à éviter certains sujets. Voilà, donc pour vous la faire courte, il n'y a aucun éclat de violence dans le film. Et contrairement à la version de 1980, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est beaucoup plus dure, mais plus gênant, il y a surtout une morale qui est tout public aussi. Voilà, c'est-à-dire que je conçois effectivement qu'un film puisse être bon sans avoir recours à une violence explicite. Par contre, la morale, clé en main, la violence, ça me pose un problème. Je vais essayer de m'expliquer. Il y a des films coup de poing, où il se passe des fois des choses abominables, qui sont quand même des grands films, mais où les personnages font des horreurs. Je pense comme ça, au débeauté, je vais vous citer des films des années 70, que ce soit les Shenpai de Peckinpah, Orange Mécanique, plus récemment Irréversible, ce sont des films très rentre-dedans, choquants, que vous prenez dans la gueule. Et quand on les a vus à l'époque, ce qui est mon cas, on se prend ça dans la tronche et on se dit mais qu'est-ce que je vais faire de ce que je viens de recevoir là? Et on réfléchit, et finalement on se fait sa propre morale, ou du moins sa propre philosophie par rapport au spectacle qu'on vient de voir. Voilà, c'est nous qui en tirons des conséquences en tant qu'individus, et c'est intéressant, parce que ça fait cogiter, effectivement. Les films polémiques ont toujours fait cogiter le spectateur. Là, le problème, c'est qu'on est dans une posture morale un peu embêtante. C'est, comme je vous le disais, du clé en main. C'est-à-dire que, globalement, ce que le film dit en substance, c'est que la vengeance, c'est pas bien, c'est pas cool, c'est pas gentil. Bon, on le savait déjà un peu, sauf que là, c'est comme si on interdisait au personnage d'aller trop loin dans la violence, dans la vengeance en l'occurrence. Alors qu'effectivement, on voudrait qu'il aille quand même au bout de sa quête, quitte à en tirer des conséquences après. Non, là, le film bifurque et finalement revient avec une morale bien établie. Non, notre héros ne fera pas ça. Non, notre héros ne s'abaissera pas à pratiquer une vengeance totale. Bon, et c'est un peu gênant. Voilà, c'est un peu gênant parce que ça ôte quand même de la crédibilité. Là, je parlais de crédibilité tout à l'heure, mais c'est vrai que cette fin de film ôte de la crédibilité. Voilà, parce et même dans les actions du personnage, on a un gars qui finalement ne tue rarement directement. Voilà, il course une jeune femme qui fait partie du quatuor de terroristes, qui est fauchée par une voiture qui passait à ce moment-là, un camion. Ah, c'est ballot, on a déjà vu ça à peu près 1 milliard de fois. Bon, et puis tout est un peu de cet acabit. Sans vous spoiler, quoique on est dans la partie spoil, vous avez tous vu dans la bande-annonce une scène avec une piscine en étage, voilà, qui explose, et bon, là, si vous voulez, le tout public fait qu'on voit la piscine se vider, mais on voit même pas un corps tomber, on voit même pas un corps au sol, on voit même pas le résultat de cet acte. Donc, cette absence de violence vient en plus dédramatiser l'ensemble.
Voilà. Et même, je dirais même, les motivations du personnage. Dans la version de 1981, dont le début du film était beaucoup plus glaçant que ce qu'on a là, on voyait clairement un terroriste embarquer la jeune compagne du héros, prendre un ascenseur dans lequel ils échangeaient pas un mot, ça dure 2 minutes, c'est vraiment une séquence in extenso, arriver sur le toit de l'immeuble où les otages étaient séquestrés, et lui tirer une balle dans la tête, tout ça pratiquement voilà, sans cut. Ouais, là effectivement on prenait une claque et là on comprenait la rage, la détermination du personnage qui était interprété pour le coup par John Savage. Là on adhérait totalement et le personnage du coup était dans une rage, une colère noire. Là, cette absence finalement, cette aseptisation de la violence fait que on perçoit le personnage interprété par Rami Malek comme quelqu'un de triste, de traumatisé, mais pas tout à fait en colère. Voilà, sa femme, la séquence où on est censé voir sa femme se faire tuer, n'est jamais montrée. Voilà, on voit juste un arrêt sur image avec quelqu'un qui lui braque un revolver sur la tête, ça s'arrête là. Donc voilà, dans certains cas, malheureusement, le fait d'expurger de toute violence un film peut avoir un effet contraire à celui recherché. C'est-à-dire que en vous escamotant la violence, en tout cas les résultantes de la violence, on peut laisser entendre à certains esprits limités que la violence c'est pas grave parce que c'est pas sale, c'est pas. Alors que je pense qu'au contraire, montrer une violence crue, dérangeante, il n'y a pas mieux pour faire un électrochoc et convaincre les gens que la violence est une saloperie. Donc attention à cette minimisation de la violence, soi-disant pour des bonnes raisons, elle peut produire un effet contraire. C'est un peu le cas malheureusement pour The Amateur 2025. Donc voilà, c'est violence aseptisée, morale aseptisée. Au final, The Amateur peut quand même être considéré comme un bon divertissement, mais un petit peu, oui, totalement expurgé de la moindre scène choquante et du moindre propos ambigu. Et je le rappelle, la version de 1980 était bien dans cette ambiguïté, dans cette dureté, et bénéficiait d'une fin très noire et très ironique, ce qui n'est pas du tout le cas de cette version de 2025. Et je le regrette, voilà. Donc, pour résumer les choses, un bon divertissement dont il ne restera pas forcément grand-chose dans ma mémoire, mais bon, par les temps qui courent, pourquoi pas. Mais je ne vais pas vous conseiller de courir voir ça, très honnêtement. Voilà, c'est bien fait, c'est bien empaqueté, c'est bien ficelé. Voilà, bon, pas plus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique. Évidemment, portez-vous bien à bientôt. Ciao.